Et si le dernier blockbuster que l'on a vu au cinéma n'était pas juste une fiction, mais carrément un plan d'opération militaire? C'est l'idée un peu folle et franchement troublante qu'on explore aujourd'hui. Ce lien assez méconnu entre les studios de cinéma et le Pentagone. Comment est-ce qu'une superproduction peut finir par dicter une vraie stratégie de guerre? Accrochez-vous parce que la réalité parfois dépasse de loin la fiction. Alors non, ça, ce n'est pas la réplique d'un film catastrophe, c'est un avertissement bien réel tiré de notre source qui parle d'une guerre qui pourrait éclater avec l'Iran, une guerre où cette fois les enjeux sont mondiaux et les conséquences potentiellement apocalyptiques. Allez, voilà le pitch officiel du moins. C'est digne d'un grand scénario hollywoodien. Le gouvernement américain nous raconte une opération de sauvetage absolument héroïque en Iran. Une histoire qui est parfaitement conçue pour flatter la fierté nationale et, surtout, inspirer une confiance totale. Et les chiffres sont juste spectaculaires. Pensez-y, 155 avions mobilisés, 300 millions de dollars de matériel sacrifié. Tout ça pour sauver un seul homme. Après 2 jours passés derrière les lignes ennemies, le bilan officiel est sans appel, 0 victime. Un succès total. Franchement, c'est le scénario parfait. Mais bon, comme dans n'importe quel bon thriller, quand on commence à regarder le script d'un peu plus près, eh bien des failles apparaissent. Et cette belle histoire héroïque commence à se fissurer un peu de partout. Première grosse question, et pas des moindres. On nous dit que les États-Unis ont une supériorité aérienne totale sur l'Iran. Totale. Alors, comment est-ce possible qu'un F-15, un de leurs bijoux de technologie, se fasse descendre comme ça? Ça ne colle pas. Dès le départ, le postulat de base de l'histoire semble faux. Et puis, il y a le héros, le pilote, gravement blessé, nous dit-on. Et ce pilote, dans son état, aurait escaladé une montagne de plus de 2000 mètres tout en jouant à cache-cache avec toute une armée pendant 2 jours. Sérieusement, ce n'est plus un pilote, c'est un super-héros. La crédibilité en prend un sacré coup. Et ça, c'est peut-être le plus bizarre de toute l'histoire. Où est-il, ce héros? Normalement, après un exploit pareil, il serait partout, sur tous les plateaux télé, en couverture des magazines. Mais là, rien. Silence radio. Anonymat complet. C'est du jamais vu pour une opération de cette ampleur. Donc, si on résume, on a un colonel très haut gradé en mission de routine, un aéroport secret qui sort de terre à 200 km en territoire ennemi, des avions qui valent une fortune détruits par du sable, oui, du sable, et des combats hyper violents mais sans la moindre égratignure. Ça commence à faire beaucoup, non? Le scénario ne tient juste pas la route. Bon, puisque l'histoire officielle ne fonctionne pas, la source qu'on analyse aujourd'hui propose autre chose. Une autre version des faits. Et là, on change complètement de film. Et si ce n'était pas du tout un sauvetage, mais quelque chose de beaucoup moins reluisant? Voilà le cœur de la théorie alternative. L'idée, c'est que la mission n'était pas de sauver un pilote, c'était de voler de l'uranium enrichi, directement dans une installation nucléaire iranienne. Ce qui veut dire que ce n'était pas une mission de sauvetage, c'était un acte de guerre, une invasion qui, en plus, a complètement tourné au vinaigre. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Quand on regarde la chronologie, c'est assez parlant. Des semaines avant, des médias très sérieux révèlent des plans du Pentagone pour un raid sur le nucléaire iranien. Et hop, quelques jours plus tard, l'opération de sauvetage a lieu. Et devinez quoi? Elle correspond parfaitement à ces plans. La coïncidence est, disons, un peu énorme. Et tout ça, ça nous amène à l'idée principale de notre source. Le Pentagone ne chercherait plus à gagner des guerres pour de vrai, mais plutôt à produire de bons films de guerre. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'optique. Le storytelling est devenu plus important que la réalité du terrain. Alors c'est quoi cette guerre de l'optique? En gros, c'est quand la perception de la victoire devient plus importante que la victoire elle-même. Peu importe si on a vraiment gagné, tant que l'histoire qu'on raconte est belle et héroïque. Le comment ça paraît l'emporte sur le comment ça s'est vraiment passé. Et ce n'est pas nouveau. On se souvient de l'affaire Jessica Lynch, en 2003. L'histoire officielle, c'était du grand spectacle. Un combat héroïque, de la torture, un sauvetage incroyable par les forces spéciales. La réalité, racontée par Jessica Lynch elle-même, son unité est tombée dans une embuscade et elle a été bien traitée par les médecins irakiens qui voulaient la rendre pacifiquement. Le Pentagone a préféré le scénario du film d'action à la vérité. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. D'un côté, le Pentagone se sert d'Hollywood pour sa propagande. Mais à force de produire ses fictions, il finit par y croire lui-même. Il se met à penser que la guerre, la vraie, peut être scénarisée comme un film, avec des héros invincibles et une fin heureuse garantie. Ok, donc si cette approche cinéma mène à l'échec, comment est-ce qu'on gagne une guerre pour de vrai? La source nous rappelle 3 piliers fondamentaux, des piliers que le Pentagone semble avoir un peu oubliés. Et ces piliers, ils sont finalement assez simples.
1. L'économie. Il faut avoir les moyens de se battre. 2. L'organisation. Il faut avoir un plan qui tient la route. Et 3. La logistique. Il faut que le matériel et les hommes arrivent là où il faut, quand il faut. C'est la base de la base. Et face à ces 3 piliers solides comme le roc, la stratégie américaine actuelle, d'après la source, elle repose sur quoi? Sur du vent. L'optique, l'apparence. Une stratégie qui ignore complètement les lois fondamentales de la guerre. Le problème, c'est que ce n'est pas un jeu. Pendant que certains stratèges jouent aux réalisateurs de films, dans le monde réel, les conséquences de leurs erreurs pourraient mener à une catastrophe. Et là, on parle bien à une échelle planétaire. L'économie mondiale est super fragile. Elle dépend de quelques passages maritimes très étroits. Un conflit en Iran bloquerait le détroit d'Ormuz. Mais il y a aussi le canal de Panama, le détroit de Malacca et même les nouvelles routes de l'Arctique. Bloquez-en un seul et c'est tout le système qui risque l'infarctus. Prenons juste Ormuz. 20% de toute l'énergie mondiale passe par là. Un cinquième. Si ça se ferme, ce n'est pas juste le prix de l'essence qui explose, c'est toute la machine économique mondiale qui s'arrête net. Mais le vrai coût ne se compte pas en dollars. La chaîne de conséquences est terrifiante. Pas d'énergie, ça veut dire pas d'engrais. Et pas d'engrais, ça veut dire pas de nourriture pour tout le monde. La source estime que jusqu'à 6 milliards de personnes pourraient mourir de faim. 6 milliards. Le coût humain d'une guerre de l'optique est tout simplement inimaginable. Le pire dans tout ça, c'est que la paix semble impossible. Pourquoi? Parce que les deux camps peuvent gagner en même temps. L'Iran peut réussir à expulser les États-Unis de la région, pendant que les États-Unis réussissent à déstabiliser l'Iran. Ils peuvent tous les deux atteindre leur but, ce qui mène à une destruction mutuelle et à un chaos mondial. Il n'y a pas de porte de sortie. On termine sur cette question. Ce complexe Hollywood-Pentagone a peut-être formé une génération de stratèges qui confondent la salle de crise avec une salle de montage. Mais la guerre, la vraie, elle n'a pas de scénario. Alors, que se passera-t-il le jour où la réalité brutale du champ de bataille refusera de suivre leur script? C'est la question qui, franchement, devrait tous nous empêcher de dormir.